Nous étions sur le Nigeria avant la pause. On parlait donc des 60 ans d'indépendance du pays, un géant au pied d'agile. Avant la pause, Francisco, vous évoquiez donc l'érection de ces riches qui ne viennent pas de la sphère politique forcément, qui sont des hommes d'affaires. Oui, justement. Les hommes d'affaires, les riches, les milliardaires du Nigeria ne sont pas des politiciens, ne sont pas des intellectuels. Donc, c'est un développement qui se fait avec des gens qui ont voulu faire les affaires et qui sont aux affaires. Et maintenant, lorsque nous prenons les grandes institutions, la dernière fois, c'était un Nigérian qui a été élu président de la BAD, et tout le monde a vu comment le Nigeria s'est déployé lorsque même les États-Unis avaient voulu faire tomber ce dernier, mais l'État nigérian s'est levé, même à augmenter sa part d'action à la BAD, pour supplanter tout le monde et pouvoir prendre également cette direction. Quand nous prenons même la grande banque d'import et export de l'Afrique, et qui est basée, je crois, au Caire, c'est un Nigérian qui est à la tête. Même le Nigeria a une vice-présidente de la Banque mondiale, qui est même en train d'être promue pour l'Organisation mondiale du commerce. Donc, vous voyez que sur le plan régional, sur le plan international, le Nigeria montre qu'il y a des valeurs dans son pays. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait ou bien aurait fait booster, comment l'appelle-t-on, au niveau du Togo, ils ont parlé des investissements étrangers et directs. C'est le seul Dangote qu'on dit qui est en train d'investir dans une cimenterie au niveau de Tablibo. C'est ça qui a fait booster la côte du Togo. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire que le Nigeria a des problèmes. Certes, le Nigeria a des problèmes, et le problème de Boko Haram, il a dit tout à l'heure, il y a à l'interne la disparité au niveau du développement entre le nord et le sud. Et le Boko Haram est né contre l'Occident. Contre l'Occident, c'est à partir de la vaccination. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque le Nigeria arrivera à faire l'équilibre, le nord-sud, parce que quand ils arrivent à faire un bon gouvernement, l'État, c'est-à-dire la présidence et la vice-présidence bien équilibrés entre le nord et le sud, le gouvernement bien équilibré, le problème de Boko Haram est un peu réduit. Mais lorsque on veut totalement casser. Le problème aussi, c'est que la bonne image qu'on peut avoir du Nigeria est ternie par la corruption dont on parlait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancien Premier ministre anglais qui disait à la reine, lors d'une visite de Muhammadu Buhari, que nous recevons les dirigeants de certains pays très corrompus. Quand on a cette image de votre pays, finalement, après, toutes vos bonnes actions sont ternies un peu. Oui, le Nigeria, on ne le nie pas. Le Nigeria, c'est un pays hautement corrompu. Je vous dis que vous pouvez aller au Nigeria, c'est à la sortie que vous allez faire les formalités d'entrée au Nigeria. Donc la corruption, elle est là, elle sévit. Mais je le dis toujours, quand nous prenons même notre voisin, le Bénin, lorsqu'on parle de corruption, d'arnaque, avec même le mysticisme, ils sont réputés là-dedans. Mais c'est des pays qui reçoivent plus d'investissements directs étrangers pour pouvoir émerger. Et ils le font. Quand la dernière fois, Buhari a fermé les frontières, c'est que le Nigeria a basé une bonne partie de sa production pour nourrir les industries agroalimentaires au Bénin. Ça faisait partie. Et lorsque vous voyez tous ces 36 États qui constituent une force, 200 millions d'habitants, c'est un marché immense pour la consommation. Et pour la consommation. Alors, donc la corruption, elle est là. Et Sarkozy est en train d'être jugé, je crois que c'est à cause de la corruption. Et donc, c'est un phénomène mondial. Il y a aussi, en tout cas, quand vous prenez un peu tous les États africains, le problème ethnique, le clivage ethnique, c'est très présent aussi au niveau du Nigeria, parce que vous avez la colonisation qui a laissé un État divisé entre, d'abord,
les Yoruba qui sont à l'ouest, vous avez les Ibo qui sont à l'est, et puis vous avez les Haoussa et les Fulani dans le nord. Et aujourd'hui, ce problème est toujours là. On est obligé au sommet de l'État de faire un équilibre d'abord régionaliste et puis, j'allais dire, entre chrétiens et musulmans. Tout ça fait qu'on a aussi des violences communautaires entre Peul et autres. Tout ça fait que ce pays n'est pas si différent des autres, en fait. Non, ce n'est pas si différent. C'est un pays africain. Qu'est-ce que vous croyez? C'est un pays africain. L'Occident a réussi une chose, l'Occident a réussi à nous diviser. Et ça se sent aussi au Nigeria. Mais je pense que c'est pour cela même que le président Goodluck Jonathan a été élu en 2011. Et en 2011, il devrait en réalité changer un certain nombre de choses. Mais il n'a pas pu, au contraire, il n'a fait qu'aggraver la situation en faisant voter des lois qui protégeaient beaucoup plus les chrétiens. Et donc, c'est ce qui avait accru des violences à l'époque, des conflits, qui avaient fait des dizaines ou des centaines de morts, des milliers de morts. En 2011, on avait eu au moins 10 000 morts dans ces conflits ethniques-là. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est comme on est tellement divisé qu'on ne peut arriver à s'entendre. Le problème, pour régler ce problème-là, je pense que et cela relèverait des dirigeants qui sont au sommet. Oui, il leur reviendra de faire voter des lois pour protéger tout le monde, pour éviter le clivage, pour éviter de voter pour éviter ces petits conflits. Mais chacun vient avec une ethnie, donc la première chose à faire, c'est de chercher à protéger son ethnie, ce qui n'est pas une bonne chose, parce que autant vous protégez votre ethnie, autant vous favorisez certaines ethnies, ça frustre et ça crée une certaine aigreur au niveau de l'autre partie qui n'est pas protégée. Donc c'est pour cela. Et c'est ce qui fait qu'il n'y aura pas la paix, ça sera tellement difficile. Et c'est une bonne perche pour Boko Haram. C'est-à-dire, c'est des frustrés, c'est des aigris qu'on recrute facilement au sein de Boko Haram. C'est-à-dire des gens qui sont nantis, des gens qui ne sont pas vulnérables, on ne peut pas les recruter. C'est des gens vulnérables qu'on recrute très facilement. Donc, je pense que c'est le sommet, en réalité, qui devrait régler ce problème-là. Le problème du Nigeria est tellement compliqué. Vous imaginez, avec tout ce que le Nigeria a, avec tout ce potentiel, avec ce grand marché de consommation, l'espérance de vie, c'est à 51 ans. C'est pas trop, c'est pas une bonne chose au fait. Normalement, avec cette richesse-là, on devrait mettre ça au service de la population ou à la disposition de la population pour que la population vive bien, pour que les gens se soignent très bien, pour que les gens vivent dans une, entre guillemets, je sais pas, une opulence au moins, ne serait-ce que relative. Mais cela n'existe pas. Et vous imaginez, c'est 60% aussi, au niveau du taux de l'alphabétisation, c'est 60%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Ce n'est pas bien, en fait, pour le développement, un développement futur. Bien sûr, on compte sur des recherches. On dit peut-être on n'a pas besoin d'aller à l'école avant d'avoir de l'argent. Mais pour l'avenir du pays, il faut que les gens aillent à l'école. L'État doit revoir à ce niveau le système éducatif. L'État doit injecter beaucoup d'argent dans le système éducatif, encourager des jeunes à aller à l'école, encourager les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Parce que 60%, 40% qui ne vont pas à l'école, c'est un danger pour la société. C'est une aubaine pour Boko Haram. Parce que Boko Haram recrute beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école et les empêche d'aller à l'école occidentale. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, même sur le plan diplomatie aujourd'hui, mais vous avez vu le problème du Mali. Il a fallu que le Nigeria se lève pour qu'un début de solution. Sinon, avant les pays francophones, ils n'arrivaient même pas à aller au Mali pour rencontrer les éléments de la junte. Donc, il a fallu que le Nigeria se lève, qu'on mette, regarde, il y avait Pierre Bouyoya ou quoi, qui était, comment on appelle, un facilitateur dans la crise, mais après, il a été dégommé pour un Goodluck Jonathan qui a pris la perche et on a vu comment les lignes ont pu bouger. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille sur l'aspect économique, renforcement de la sous-région, la prochaine monnaie, éco, qui fait un peu de bruit, donc sans le Nigeria, on ne peut. C'est là, je crois que nous devons copier un peu ce modèle-là, que
dans nos pays qu'il y ait des riches, mais pas des riches politiciens, pas des riches intellectuels, mais chacun, lorsqu'il entreprend une activité, et que la personne puisse réussir pour faire progresser notre pays. Voilà, Francisco Napokura touche un point très important que j'apprécie. Je peux l'applaudir des deux mains pour ça. Quand vous allez au Nigeria, par exemple, vous allez voir des quartiers de riches. Vous allez voir on sait que c'est des riches. On vous dira que c'est tel homme d'affaires du Nigeria qui a construit ceci. C'est son entreprise, c'est leur quartier. C'est comme quand vous allez à Paris, il y a la Défense où on retrouve beaucoup de riches. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des quartiers de riches. Mais au Togo, on a des riches. Où est le quartier des riches? Est-ce que les riches togolais, s'ils investissent au pays? Il y a la cité. La cité. Non, écoutez, la cité, c'est juste, il y a des gens qui a construit ça. C'était dans le cadre de l'UNIA. Vous savez que des maisons coûtent 1 milliard. Oui. Non, mais écoutez, il y a des quartiers de riches dans des pays. Et ces riches-là font quoi? Ils investissent leur argent, la plupart, dans leur pays d'abord. Ils font recruter leurs concitoyens. C'est une bonne chose. Il y a de grands hôtels au Nigeria, mais ce sont les Nigérians qui les ont construits. Et maintenant, c'est parce que les riches, on leur permet peut-être en fait des conditions beaucoup plus acceptables. C'est pour ça qu'ils investissent là. Peut-être le fait d'envoyer de l'argent à l'extérieur, cela aussi est contrôlé. Mais ici au Togo, pour un développement, il faut que les riches milliardaires togolais, on en a bien sûr, qu'ils investissent au Togo, et cela facilite les choses pour celui-là qui est à la tête, le président de la République. Les quartiers des riches, ce n'est pas seulement les vieux quartiers qu'on connaît comme au cité OUA, qui se fait déjà 20 ans. La Caisse, ça, c'est des vieux quartiers qui étaient là avant que nous on ne naisse. Donc, il faut créer de nouveaux quartiers pour les riches, et qu'on sache que ce sont les riches là, et qu'on nous dise, voilà, tel Togolais à ce groupe là, c'est son hôtel, c'est son ceci, c'est son entreprise, comme Dangote. Donc on n'en a pas au Togo. Les Togolais sont assez intelligents pour devenir ces riches. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la consommation. Le Nigeria a 200 millions d'habitants. C'est ça qui les aide aussi dans leur développement économique. Parce qu'il y a des gens qui consomment. Ça veut dire, c'est pour encourager au fait la natalité dans les pays africains. Il faut créer des conditions pour permettre aux gens de concevoir, d'enfanter. Et ça veut dire il faut... Vous prenez le contre-pied de ce que les autorités veulent faire. Non, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez que les Européens demandent qu'on contrôle la natalité. Donc non, il faut laisser un pays ne peut pas se développer sans une forte population. Le problème, ce n'est pas d'avoir une forte population, mais le problème, c'est de pouvoir être capable de nourrir les bouches. Vous voyez, quand vous prenez le Niger aujourd'hui, le Niger, je pense, j'ai lu un rapport tout récemment, c'est par femme, on a 7 enfants par femme. C'est l'un des pays où le taux de natalité est le plus élevé. Mais c'est parmi les derniers pays au monde en termes de... Samuel, pourquoi? Parce que Samuel, est-ce que la richesse... Si par exemple l'Occident laisse le Niger exploiter son uranium, laisse le Niger exploiter l'or, et ça raffinerie, je les félicite d'ailleurs pour avoir une raffinerie même avant le Nigeria. D'accord? Maintenant, c'est eux qui desservent les pays de l'Interland en carburant. Ben, si, par exemple, on laissait toutes ces richesses à l'Afrique, il y a cette histoire de djihadisme qui s'arrête et que le gouvernement central puisse prendre en possession toute l'entièreté du pays. Je pense que c'est comment l'appelle-t-on, ces pays-là vont aller de l'avant. On ne va pas se plaindre qu'on nourrit les gens. Les programmes de vaccination, aujourd'hui vous êtes là, mais c'est difficilement que même le gouvernement qui limite la natalité au Togo, c'est difficilement qu'un Togolais arrive à avoir 2-3 enfants. Mais nous sommes ici avec des étrangers, des Nigérians et autres, mais déjà à partir de 12 ans, la petite a commencé par faire d'enfants. Est-ce que vous voyez? Mais c'est eux les Togolais de demain. Donc, ceux qui limitent la natalité, ils n'ont pas encore... Ils ne savent pas ce que représente. On dit le Nigeria fait 200 millions d'habitants, qui ne peut compter sur sa consommation interne, d'accord? Alors que le Togo fait combien? Le Togo fait 7 millions, dont combien? Plus de 2 millions sont à l'extérieur. Et cela n'attire pas les investisseurs. Donc cela n'attire pas. Les investisseurs vont chercher à investir dans les pays à forte population. Nous crions tous les jours que la communication de téléphonie est chère. La communication de téléphonie est chère parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abonnés
pour pouvoir consommer. Quand bien même là-bas aussi, il y a la corruption. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est pas. Regardez par exemple, aux États-Unis, vous mettez au monde, il y a des conditions sociales plus favorables pour les mères. Mais dans les pays africains, est-ce qu'on a ces conditions-là? Il n'y a rien de tout ça. Quand vous mettez au monde, vous vous en occupez. Vous vous en occupez. Alors que cet enfant-là, c'est un concitoyen, cet enfant, c'est lui qui sera appelé à construire le pays, à contribuer à la construction du pays. Donc, il faut qu'on revoie ces conditions-là, surtout pour rendre les conditions sociales plus favorables aux mères, pour encourager une forte natalité. La Chine est devenue comment? Oui. La Chine, c'est la forte population qui l'a construite. Oui. C'est parce que les Chinois sont nombreux et les Chinois ont compté sur les ressources humaines. Et donc, mais vous vous rendez compte que vous parlez de méga-États, quand on prend le Nigeria comparé au Togo. Non, attendez, prenons le petit pays, le Togo. Ouais. Mais quand on parle de tout ce qui est détourné et la mauvaise gestion, mais pensez-vous que le Togolais va souffrir? Non, si c'est bien géré, on ne va même pas penser à cette histoire de natalité élevée. On aura des industries qui vont consommer le produit togolais. On ne peut consommer les produits togolais quand les Togolais sont nombreux et suffisants. Mais quand vous avez beaucoup d'étrangers qui même vivent en communautarisme, aujourd'hui, pour ces étrangers qui sont chez nous, ils vivent comme des juifs. C'est eux-mêmes qui maintenant même produisent pour ce qu'ils vont manger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc vous allez faire que le Togo, le pays, va devenir ce pays des étrangers d'ici 2030 que nous voulons construire. 2030, le Togo, voilà. Mais un petit truc encore. Regardez que tout le problème de l'Italie aujourd'hui, c'est parce que l'Italie n'arrive plus à concevoir. La population, elle est vieillissante. L'Allemagne, pareil. L'Europe en général, oui. Alors, ce n'est pas une bonne chose pour leur avenir. Alors, notre avenir aujourd'hui dépend aujourd'hui des conditions que nous mettons en place pour concevoir. Mais en même temps, ce que vous dites, vous imaginez, quand vous avez un enfant, vous travaillez, le salaire sur plusieurs années, ça ne bouge pas. Vous pouvez m'en permettre? Oui, c'est pour cela. Mais c'est le programme d'ajustement structurel. C'est pour cela que... Regardez, nous avons connu la dévaluation. On n'a pas revalorisé le salaire du Togolais. Nous avons connu des crises. Mais les services, l'État ne recrute pas. Mais vous imaginez cette année, à la fin de cette année 2020, le nombre de fonctionnaires qui vont partir à la retraite. Ils ont fait même un concours au ministère de l'Agriculture qui n'a jamais donné de résultats. Vous imaginez, il y a des gens qui sont là, qui attendent, qui doivent travailler. Or, il faut que des gens rentrent, qui doivent cotiser pour les caisses de retraite, pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est cet argent qui roule. Et puis donc, à un moment donné, comme on n'engage pas, on n'embauche pas depuis un certain pour les privés, n'en parlons plus parce que la crise voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le pays est aux étrangers. Encore un petit élément, je l'ai une fois rappelé, c'est les Chinois, ils sont extraordinaires. Tout d'abord, ils ont une forte population. La deuxième chose qu'ils ont faite en décembre 2015, janvier 2016, ce qu'ils ont fait est extraordinaire. Ils se sont rendus compte que leur croissance a complètement baissé. Oui, avec la politique d'enfant unique. D'enfant unique et tout ça là. Donc, ils ont encouragé encore la natalité. Première chose. Deuxième chose, ils ont appelé, les autorités ont appelé tous les privés qui sont dans le pays. Ils ont dit, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons augmenter les salaires des employés. Voilà. Donc, on a injecté, on a aidé, on a subventionné les entreprises privées. On dit chacun, à partir de telle date, augmentez les salaires de vos employés. Pourquoi? Pour accroître la consommation. Parce qu'ils se sont rendus compte que pendant des mois, les gens manquaient d'argent pour aller dans les magasins. Les gens manquaient d'argent pour consommer. Donc, les nourritures ont baissé dans les maisons. Donc, les chiffres d'affaires ont baissé. Donc, c'est une très bonne chose. Les gens, je ne comprends pas les Africains. Ils se disent, quand on est pauvre, ça les intéresse. Alors que quand on ne peut pas construire une économie avec la pauvreté. C'est qu'on vous maintient dans la pauvreté pour que vous soyez soumis. Voilà, ne cherchez pas trop loin. Alors qu'on arrête de nous parler de la croissance. Parce que si on ne peut pas relancer l'économie par la consommation, moi je ne sais pas pourquoi on va nous parler de croissance. Si vous permettez, on va parler du Burkina. C'est vrai, j'ai fait exprès d'évoquer brièvement le Burkina, puisque la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, président sortant à sa propre succession, affirmait, ça ne faisait l'ombre d'aucun doute. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, même ce ne serait pas trop intéressant qu'on le change tout de suite avec la question sécuritaire.
Donc, oui, il va se positionner parce que ça fait 5 ans déjà. Donc, on lui donne encore la possibilité de se positionner. Mais il va avoir assez de difficultés, même s'il va gagner, hein, il va avoir assez de difficultés pour toujours défendre son bilan. Surtout, il a été beaucoup embêté par la question sécuritaire. Il a été beaucoup embêté. Même le G5 Sahel qui a été mis en place au lendemain de 2015 ne l'a pas du tout aidé. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Donc, tout cet argent qu'il aura, ou tout l'argent qu'il aura, il va beaucoup plus l'investir dans la question sécuritaire. Même si la question ne sera pas résolue du jour au lendemain, quoi. Donc, les opposants vont l'attaquer sur ce point. Même si il n'en est pas l'auteur, il n'est pas de ceux-là qui créent l'insécurité. Moi, ce que je lui reproche, je me demande qu'est-ce qu'il a pu bien apprendre chez son prédécesseur. Parce qu'ils étaient amis. Il a été son président de l'Assemblée nationale. Il a été son premier ministre. Qu'est-ce qu'il a pu bien apprendre de lui sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, alors Christian Kaboré, il a échoué et les opposants vont se faire sur ça. C'est son talent d'Achille, la sécurité. Oui, ben, si son ex-patron, s'il est chef ou bien c'est lui qui nourrissait beaucoup de groupes d'autodéfense, comme on le dit. Et donc, c'est tout à fait normal. Il est parti. De l'autre côté, il peut jouer, il peut continuer de la preuve. Une fois, il a dit qu'il peut venir aider à pacifier, n'est-ce pas, le pays. Mais ce qu'il dit, s'il voulait vraiment le faire, s'il tenait à le faire, même de loin, il pouvait le faire, pas forcément en étant au Burkina, mais il commence par le faire, le peuple sentira et on lui demandera de... Bon. Donc, pour la question sécuritaire, on ne va pas trop lui tenir rigueur parce que ça ne dépend pas... Oui, mais ça va être l'objet, enfin, le sujet principal de la campagne. Oui, celui qui viendra après, ou bien même, si jamais il y a... disons, il tombait, il ne va pas faire par le miracle. Filmer, ce n'est pas parce que la question c'est que s'il part qu'il doit rester, parce qu'on risque de voir que à la fin de ce mandat, que lui aussi, il fasse comme les autres pour dire qu'il n'a pas fini. Non, ben il risque quand donc tout ce que moi je souhaite pour Kaboré, s'il gagne, mais il faut que ça soit dans la clarté, dans la netteté, il gagne, il gouverne. Encore démocratiquement. Pour 5 ans, il renforce les principes démocratiques, même les articles que les gens modifient. Il peut même demander qu'on renforce ces articles-là, que celui qui va modifier, il est passible de peine de mort, qu'on restaure la paix juste pour la modification, pour un 3e mandat. Donc, si aujourd'hui, il prend référence sur Mamadou Issifou, je pense, le Niger, et que il dit, que je pars. Celui qui dit, le militant qui dit, Kaboré représente toi pour le 3e mandat, il l'enferme, il le met en prison. Qu'il ne revienne pas sur ses paroles comme d'autres de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'il maintienne. Son dauphin ne va pas mourir. Donc. Qu'il maintienne si jamais il est réélu. S'il n'est pas réélu, qu'il félicite le gagnant. Et s'il est réélu, qu'il nous confirme à la sous-région que je ne vais pas modifier une constitution pour aller à un 3e mandat. Parce que nous avons besoin de beaucoup de références en Afrique pour que ce qui est arrivé au Mali, par exemple, ne lui arrive pas. Donc, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Bonne chance à tous les candidats. Mais il peut il peut chercher à régler ce problème sécuritaire-là, ne serait-ce que sur le plan national, s'il arrive à libérer Bassolé et Djibé Diendéré, le général Djibé Diendéré, parce que c'était les patrons de la sécurité de Blaise Compaoré. Il faut qu'il les libère, parce que le fait que les Diendéré soient maintenus dans les lieux de détention ou à résidence surveillée, ça n'aide pas le pays. Avec leur expérience, il peut les mettre à contribution. Même l'ancien président qui a proposé son aide en quelque sorte. Donc, je pense que ce qui sera beaucoup plus intéressant maintenant pour le patron le président du Burkina Faso, c'est qu'il fasse appel à son prédécesseur, son ancien patron, qui fasse appel à Djibé Diendéré, qui fasse appel à Bassolé, et aussi pourquoi pas à Zida, l'ancien premier ministre, les Zida aussi. Les Zida aussi. Dans la présidentielle, en tout cas, il faut dire que c'est la présidentielle des gros morceaux. Vous avez Kadri Désiré Ouedraogo, vous avez Idi Kombo-Igo, vous avez le Zéphirin Diabré, vous avez Yacouba Isaac Zida. En tout cas, c'est de gros morceaux qui font face au président sortant. Oui, c'est ce qui est plaisant. C'est ce qui est plaisant. Lorsque on fixe même les quotas, je crois 25 et combien de millions, que les gens payent. C'est ça l'émûlement de
de la démocratie, de la compétition. Il ne faut pas que ce soit c'est moi seul qui suis riche, c'est juste ma famille ou mon clan ou ma famille politique où il doit y avoir les riches. Il faut qu'il y ait des riches partout dans le pays et de vrais riches. Que la compétition, vous allez voir ce que ça va donner si l'aspect sécuritaire est maîtrisé. Vous allez voir que les Burkinabés vont fêter. Et ce serait une bonne compétition. C'est pourquoi je dis, s'il arrivait, je n'ai pas dit qu'il serait élu d'emblée, mais s'il arrivait à être élu dans cette compétition, il faut que la compétition soit bien, qu'on puisse apprécier le pays des hommes intègres, qu'ils sont vraiment intègres. Parce que nous avons traversé nous sommes en train de traverser une crise de Covid qui a beaucoup impacté l'économie de nos pays. Je connais bien comment l'appelle-t-on, le Burkina, et presque chaque année, j'y allais, et cette année, je ne suis pas encore allé, mais quand vous arrivez, vous sentez que les gens vivent. Que les gens vivent, les gens ne se plaignent pas au Burkina comme à Ouaga comme à Abidjan, où les gens mais seulement quand vous rentrez à l'intérieur du pays, vous sentez que effectivement il y a la misère, et ce qui envenime le problème de Boko Haram et choses. Donc il faut que ce passage-là soit fait. Si jamais il est élu, même s'il n'est pas élu, celui qui sera élu, pourquoi ne pas, comme il a dit, faire appel à tout ce monde-là qui est en prison, et même à Blaise Compaoré, de revenir au pays, de construire une ville à, comment vous l'appelez, à l'intérieur du pays, quelque part. Bobo. Oui, Bobo est déjà une ville, de trouver une autre ville et de créer. Il a l'argent. À laquelle il va donner son nom. Tout cet argent qu'il dispatche partout, et qu'il met en Côte d'Ivoire, en Occident et autres, qu'il rapatrie les sous là pour construire le pays. L'enjeu de l'élection aussi, c'est la capacité des Burkinabés à pouvoir participer, à voter dans tout le pays. Le Parlement avait déjà voté une loi. C'est-à-dire la loi disait clairement que le scrutin sera valide quelle que soit la participation et les zones où on a pu voter. Donc si on vote sur la moitié du pays, ce sera valide. Ça veut dire on prend en compte la situation sécuritaire. On sait que peut-être on ne pourra pas voter dans tout le Burkina. Oui, et on ne votera pas dans tout le Burkina. Et c'est une situation qui arrange le président sortant. Ça l'arrange. Lui, peu importe le taux de participation, le taux d'abstention, lui, il s'en fiche. C'est ça ce que nous déplorons, au fait, sur le plan démocratique et sur le plan électoralement démocratique. Vous avez un taux de participation peut-être de 2%. On valide l'élection. Ça doit être beaucoup réfléchi, parce que si on dit souvent que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple, du moment où c'est juste une petite minorité qui vote, ça devient déjà une minorité. Il faut faire comme la Belgique, rendre le vote obligatoire. Oui, mais peut-être avec le temps, si on veut faire évoluer la démocratie, c'est ça, on se rend compte que la démocratie, en réalité, avec l'évolution, n'arrive plus trop à concorder avec la réalité. Donc il faut repenser le système démocratique. C'est comme ça, on nous a appris que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Or, avec ce que nous sommes en train de voir, quand on voit le taux de participation entre-temps en 2015 en Côte d'Ivoire, quand on voyait les recensements, le taux de participation et les élections, le taux de participation, vous vous rendez compte que c'est juste une minorité qui vote. Donc une minorité, et ça, au lieu de la loi de la majorité qui s'impose, maintenant c'est la loi de la minorité qui s'impose. Ça, c'est antidémocratique au fait. Voilà qui nous mène à la pause et on revient après le journal.